vous présenter un petit peu la théorie sur la ville des 15 minutes. Très rapidement, pour ceux qui ne sont pas très familiers avec Vivre en ville, on est une organisation à but non lucratif d'intérêt public. Puis notre objectif, c'est d'ouvrir la voie à la transformation de nos territoires, de nos milieux de vie et des pratiques pour accélérer les nécessaires transitions écologiques et sociales. Pour faire ça, on mobilise les collectivités du Québec, la société, on cherche à briser les silos entre les différents champs d'action. On travaille à l'échelle du bâtiment, de la rue, du quartier, de l'agglomération. Puis vous connaissez peut-être nos différentes publications sur les meilleures pratiques et des études de cas au Québec et à l'international. On a des activités de conseil et accompagnement, beaucoup auprès de municipalités, mais aussi des gouvernements, puis de plus en plus d'autres acteurs qui font la ville. Sans plus tarder, je plonge dans le sujet. La ville des 15 minutes, c'est quoi? C'est un concept qui prône une organisation de la ville qui fait en sorte que les habitants ont accès à la plupart de leurs destinations de travail, de magasinage, de soins, d'éducation et de loisirs en moins d'un quart d'heure de marche ou de vélo et sans recourir à l'automobile. La ville des 15 minutes, elle combine des concepts bien connus dans le milieu urbanistique, de milieu de vie complet et de ville polycentrique. Si vous êtes moins familier, je l'explique rapidement. Le principe des milieux de vie complets, c'est des milieux habités, donc avec des habitations, qui vont bénéficier d'une offre commerciale et de services qui vont répondre à l'ensemble des besoins du quotidien. Donc on peut tout trouver dans son quartier. La ville polycentrique, c'est une ville qui est structurée par plusieurs centres. Son organisation spatiale, elle se distingue donc des villes qui auraient juste un centre, par exemple le centre-ville, mais aussi d'une ville qui serait très déstructurée et qui n'aurait pas vraiment de centre. Donc si on était incapable d'identifier un centre-ville ou d'autres cœurs de quartier ou autres centralités. Par contre, le concept de la ville des 15 minutes, elle adopte une perspective individuelle et pas collective comme les principes de milieu de vie complet et de ville polycentrique. Donc au centre du modèle théorique, donc je vous en ai mis plusieurs images à l'écran, puis vous allez en avoir un peu d'autres, au centre du cercle, on trouve chacun des habitants à qui on veut donner accès à tout à moins de 15 minutes. Alors, on parle de ville des 15 minutes, mais en vrai, c'est un concept qui est décliné avec un nombre presque infini de variantes Ces variantes, elles vont concerner, par exemple, la durée de déplacement, qui varie entre 10 minutes pour Kirkland, 20 minutes pour Portland en Oregon, ou encore Détroit, ou Melbourne, Victoria en Australie, 30 minutes pour Sydney, puis il y a même des villes qui vont jusqu'à 1 heure, plutôt en milieu rural. Qu'est-ce qui peut changer aussi? C'est les motifs de déplacement. Certaines villes incluent les déplacements pour motif travail dans le modèle, alors que d'autres l'excluent. En fait, la plupart l'excluent. Puis, autre chose qui peut varier, c'est le mode de déplacement. Certaines villes qui vont adopter ce modèle-là vont inclure le transport en commun. C'est le cas de Melbourne, par exemple. Par contre, ce qu'on constate, c'est que l'automobile, elle, est systématiquement exclue, y compris avec des modes en mode covoiturage ou partagé. Le modèle de la ville des 15 minutes, il va proposer finalement une grande proximité des services dans toutes les variantes. Cette grande proximité, elle s'oppose à la fois à la centralisation de l'ensemble des services dans un seul centre, donc le centre-ville par exemple, puisqu'on veut que les services soient accessibles dans tous les quartiers. Il s'oppose aussi à l'éparpillement des services dans des secteurs qui seraient inaccessibles autrement qu'en automobile. À l'origine, c'est un concept qui faisait aussi beaucoup de place à l'accès aux services à distance, au télétravail et à l'utilisation des bâtiments pour d'autres usages aux heures creuses. Donc, par exemple, on aurait un motif travail la journée pour des bureaux, mais le soir, ça pourrait avoir d'autres usages et la nuit aussi. L'objectif, c'est d'aller utiliser au maximum chacun des bâtiments existants sur un territoire pour réduire à la source le besoin de déplacement et pour réduire aussi le besoin de construire et qui se manifeste avec les tendances en vigueur un peu partout dans le monde par des constructions qui étalent toujours plus la ville.
Autre terrain commun à toutes les variantes, c'est la mobilité active. Elle est présentée dans ce concept-là comme une forme de liberté, de libération de la dépendance à l'automobile, et elle permet de renouer avec l'échelle humaine des quartiers de vie ou des quartiers, des milieux de vie ou des quartiers, pardon. Est-ce que c'est un nouveau concept? Non, pas vraiment. L'idée, elle a été théorisée par le chercheur Carlos Moreno en 2016, qui travaillait en France, à Paris. Il parlait à ce moment-là de chrono-urbanisme. C'est une manière de planifier la ville en tenant compte de la variable du temps. Donc, je vous disais l'utilisation, par exemple, d'un bâtiment qui peut varier dans le temps. Mais dans le concept de la ville des 15 minutes, ça implique aussi le fait de planifier selon les temps de déplacement à l'échelle d'une journée, d'une semaine, d'une année, etc. Et la durée elle-même, de manière à tenir compte des heures, des jours de la semaine, de l'année, pour optimiser l'utilisation des espaces publics et des bâtiments. Mais ceci dit, derrière cette idée de Carlos Moreno, il y a beaucoup de choses qui sont vraiment pas nouvelles. Il y avait même Portland en Oregon qui avait lancé les 20 Minutes Neighborhoods, donc les quartiers des 20 minutes dans les années 2000, donc 16 ans avant, qui recyclait elle-même le concept urbanistique des milieux de vie complets, de la ville des courtes distances, du nouvel urbanisme finalement. Puis ça se rapproche de beaucoup d'autres concepts bien connus des urbanistes, les concepts de centralité, de Transit Oriented Development, les TOD, dont on parle beaucoup dans la région de Montréal, avec les derniers PMAD qui leur faisaient une place importante. Puis aussi les Pedestrian Oriented Development, les POD, donc ces secteurs qui seraient aménagés pour la marche en misant sur un accès rapide aux services et sur la proximité. La nouveauté, c'est vraiment la perspective du déplacement en tant qu'expérience individuelle, centrée sur la durée de déplacement. Et quand on dit ville des 15 minutes ou des 20 minutes ou peu importe, il y a un sous-texte implicite qui va refléter finalement le degré de pénibilité du déplacement et l'acceptabilité du déplacement. Donc, quand on dit ville des 15 minutes, on se dit, OK, 15 minutes, ça va, je suis prêt à le faire, c'est acceptable, et ce ne sera pas trop pénible. Ça renouvelle aussi la perspective des urbanistes qui vont considérer plutôt l'organisation spatiale de la ville au complet, et qui va se centrer plutôt sur les destinations des déplacements plutôt que sur leur origine individuelle, et qui va aussi beaucoup se centrer sur la distance en kilomètres du déplacement plus que sur la durée. Ça a été popularisé assez rapidement en fait en 2000 avec la campagne municipale d'Anne Hidalgo à la mairie de Paris en France, qui a endossé le concept puis qui en a fait un argument majeur de sa campagne, ce qui lui a valu d'être élu. Puis c'est pas le seul endroit où ça a eu un succès fulgurant. Ça a été accéléré par la crise de la Covid-19 qui a mis en valeur pour beaucoup de monde les vertus de la proximité, surtout dans les pays où il y avait des interdictions de se déplacer à plus de X kilomètres de son domicile pendant les périodes de confinement. Puis, il y a eu un accélérateur aussi avec le regroupement de maires et mairesses C40 Cities, qui a appelé les villes du monde à endosser le concept. Et au Québec, ça a été suivi par Montréal. Donc, vous en avez probablement entendu parler à ce moment-là. Dans la profession des urbanistes, des professionnels de la ville, ça s'est répandu comme une traînée de poudre. Je vous en mets ici une illustration d'un professionnel qui parle beaucoup de la ville de proximité, du vélo au Danemark. Mais bon, je pourrais vous en montrer beaucoup d'exemples différents. Pourquoi ça a aussi bien fonctionné finalement aussi parmi les professionnels? C'est parce que c'était une nouvelle façon de parler, de mieux aménager les villes et qui rencontrait un écho beaucoup plus important que tous les autres concepts et notions dont je vous ai parlé tantôt et qui pourtant étaient très proches. Ça accroche l'intérêt du grand public parce que tout le monde peut s'y relier. Tout le monde a une expérience du déplacement. Vous le savez mieux que moi, mais monsieur et madame tout le monde est toujours persuadé d'être un expert des transports parce qu'il se déplace dans la vie.
Et donc là, on vient valoriser un petit peu cette expérience, cette expertise ressentie. Bref, en fait, on présente à ce moment-là une façon assez séduisante pour transformer nos villes pour le mieux et pour améliorer notre qualité de vie. Alors, succès jusqu'à la désinformation, la sphère complotiste s'est même emparée de l'idée pour parler de confinement climatique, y compris à Montréal, et ça a aussi contribué à élargir la diffusion de ce concept hors du cercle des initiés, des professionnels de la ville. Puis ça a même pris des proportions très importantes avec la désinformation que les villes des 15 minutes allaient être des prisons à ciel ouvert où on perdrait sa liberté de se déplacer au-delà d'une certaine limite. J'espère que je n'offenserai personne en parlant de ça, mais si vous êtes curieux, que vous avez du temps à perdre, vous pouvez aller regarder le hashtag 50 Minutes Prisons. C'est assez surprenant ce qui se raconte sur le concept, auquel on pourrait plutôt reprocher, à mon avis, d'être un peu calinours dans l'approche. Alors pourquoi utiliser le concept de la ville des 15 minutes? Si on concrétisait ce concept-là, qu'on faisait émerger, peut-être plutôt parler de quartier des 15 minutes, on aurait des bénéfices individuels attendus pour les habitants qui sont de deux ordres. D'abord en matière de santé, de qualité de vie, puis en matière aussi de qualité du cadre de vie dans lequel les gens évoluent. Donc sur la santé et la qualité de vie, on aurait un modèle de ville qui ferait gagner du temps et de l'énergie. On sait, il y a des études qui montrent que des personnes qui font des longues durées de navettage sont plus déprimées, sont plus stressées. Donc là, on vient chercher aussi davantage de santé de ce côté-là. Puis ça va encourager évidemment la mobilité active au quotidien, c'est vraiment le cœur du concept. Et donc l'intégration régulière de saines habitudes de vie avec des efforts physiques modérés mais réguliers. Puis ça, c'est assez payant sur le plan de la santé. Donc ça va être des gens qui vont marcher plus, pédaler plus, être en meilleure santé. Et donc avec des dépenses publiques ultimement qui vont être plus faibles. Puis en matière de qualité du cadre de vie plutôt, là c'est un modèle qui va supposer l'augmentation de l'offre de services à proximité pour aller offrir l'ensemble des services du quotidien. Donc là, on se rapproche de la notion de milieu de vie complet. Puis ultimement, ça va améliorer aussi la vitalité économique du quartier. Si les gens se tournent plus vers les commerces de proximité, s'il y a davantage de personnes qui peuvent ouvrir des boutiques, puis avoir une rentabilité au rendez-vous. Ça va supposer aussi la bonification des parcours pour la mobilité active. Là, on parle des infrastructures avec des trottoirs, pistes cyclables, stationnement vélo, des traverses piétonnières et cyclables qui soient apaisées, sécurisées et qui vont prioriser les modes actifs à la fois dans les aménagements et puis dans la circulation, donc en accordant des priorités de passage ou ça peut être au niveau des lumières ou autres pour s'assurer que ce soit efficace et rapide, puis notamment pour les déplacements cyclables par exemple, et qu'on n'ait pas besoin de s'arrêter à répétition dans les déplacements. Avantages collectifs sont très nombreux aussi. Je vais essayer de ne pas vous assommer avec la liste, mais ce seraient des bénéfices attendus multiples qui se déroulent un peu en cascade. D'abord parce que la ville des 15 minutes, elle viendrait réduire la dépendance à l'automobile, puisqu'elle réduit le besoin de se déplacer en auto. Elle va réduire le nombre de déplacements motorisés. Et pour les déplacements qui sont quand même faits en auto, ben, on va réduire les distances parcourues. Donc là, on vient chercher beaucoup de bénéfices. Ça va aller faciliter la mise en place de mesures d'apaisement de la circulation, d'aménagement favorable à la mobilité durable. Ça va réduire la circulation automobile, ça veut dire aussi moins de congestion et moins de dépenses associées. Ça veut dire moins de collisions, moins de victimes, moins de dégâts. Si on circule moins en automobile, mais on vient améliorer la qualité de l'air, on vient réduire les émissions de GES. Puis ça, on en a vraiment bien besoin dans le domaine des transports parce que la tendance est vraiment à la hausse présentement. Ça viendrait aussi avoir des bénéfices sur le plan de l'équité territoriale. Quand on parle d'accès aux services, par exemple l'accès à la saine alimentation, ça viendrait réduire des déserts alimentaires, mieux répondre aux besoins des populations partout sur le territoire, puis laisser moins de gens derrière sans accès à certains services.
On viendra augmenter aussi l'attractivité, l'image de la collectivité, et aussi quelque chose plus de l'ordre du social, de l'intangible un petit peu, mais le sentiment d'appartenance au quartier, qui peut se traduire aussi en termes économiques et puis en termes de santé et dans plein d'autres secteurs. Mais on va favoriser les rencontres, on va favoriser l'esprit de communauté avec tous les bénéfices secondaires associés. Bon, alors, si je vous ai convaincu avec cette liste, la question c'est pourquoi on ne concrétise pas cette ville des 15 minutes partout. Voilà, c'est la partie plus plate où je vous parle des faiblesses du concept. Donc, sur le plan théorique, le concept, il va passer globalement sous silence le rayonnement régional de certaines activités. Et il va aplanir les échelles parce qu'en filigrane derrière, il y a l'idée, l'hypothèse peut-être que tous les services sont interchangeables et qu'en ayant le choix entre deux services, les habitants vont privilégier la proximité. Le problème, c'est que ça ne se vérifie pas. Ça ne se vérifie pas pour les emplois, puisque le bassin d'emploi des entreprises est généralement d'échelle régionale et pas à l'échelle du quartier. Si vous cherchez un emploi, vous n'allez pas vous limiter à votre quartier. Il n'y aurait sans doute pas beaucoup d'options, surtout pour les métiers spécialisés. Puis ça, on l'a vérifié quand on a fait une étude en 2019 sur les déplacements qui avaient pour destination différents pôles d'emploi dans les 5 régions où il y avait des enquêtes origine-destination. Si vous voulez consulter, la version courte, c'est le poids d'éparpillement. Puis on montrait vraiment le fait que les emplois, ça fonctionne à l'échelle régionale. Pour les commerces non plus, ça ne se vérifie pas. Le modèle d'affaires des commerces va consister à se démarquer pour accroître leur superficie de vente, pour accroître leur bassin de chalandise, puis s'accaparer des parts de marché par rapport à la concurrence. Donc, ça veut dire une augmentation des formats des magasins, quelques tendances vers une réduction des formats, mais ça reste encore un peu marginal. Puis, cette superficie, plus les aires de stationnement assez vastes pour accueillir tous les clients espérés, plus la réglementation qui parfois en exige aussi, parfois aussi l'envie d'être au milieu géographique du bassin visé de chalandise, tout ça a pour effet de reléguer les commerces plus loin des centralités, plus loin des quartiers, le long du réseau routier supérieur. En plus de ça, bon, il y a plein d'autres facteurs, mais la plupart des gens ne se déplacent pas de point A au point B et reviennent au point A. Ça fonctionne plus par chaîne de déplacement. Par exemple, on choisit de magasiner sur le chemin du retour du travail plutôt que d'y aller exprès depuis chez nous pour faciliter l'organisation de la semaine ou réduire les déplacements, les distances à parcourir. Puis, exemple ultime, les New-Yorkais qui pourtant ont un immense choix de destination à proximité immédiate. Ils effectuent presque 57% de leurs achats dans un secteur situé à plus de 20 minutes de marche de leur domicile. Donc là, dans tous les secteurs moins bien dotés, où on imagine bien que ce n'est pas toujours la proximité qui va dicter les achats. Autre faiblesse, la ville des 15 minutes, elle considère chaque quartier comme un village, un peu comme une île autonome. Et à l'échelle régionale, ça donnerait une série de quartiers juxtaposés les uns aux autres, qu'il faudrait renforcer chacun, mais un peu indépendamment. Pourtant, on sait que la ville, c'est quand même bien plus que la somme de ces quartiers. Elle doit son succès à l'accès à de multiples opportunités. On parlait d'emploi, ça peut être différentes activités, des spécialistes, etc. Puis, la mobilité entre les différents quartiers, elle est essentielle. D'ailleurs, il y a certains déplacements qui se font vraiment à une échelle plus régionale. Cette faiblesse-là, elle n'est pas insurmontable pour le concept. À l'écran, vous voyez un exemple de tentative de complexifier un peu le concept de la ville des 15 minutes pour y intégrer l'échelle régionale. Celui-là, il utilise des notions de TOD et de centralité aussi avec des quartiers des 20 minutes qui seraient reliés à un centre-ville marchable et accessible facilement en vélo et en transport collectif. Troisième faiblesse, et celle-ci est majeure, on hérite de territoires, on ne parle pas d'une page blanche dont on pourrait tout réorganiser d'un coup de baguette magique. Le cadre urbain dont on a hérité, il n'est pas forcément favorable, notamment parce que la densité des milieux de vie elle est insuffisante pour soutenir tous les services du quotidien.
Il y a des chercheurs qui estiment que ça prend 25 à 30 ménages à l'hectare pour avoir une offre complète de services de proximité. Puis il y a vraiment peu de quartiers qui vont atteindre cette densité-là au Québec. Puis là, je ne vous parle même pas de services de rayonnement régional. Les stades, les hôpitaux, universités, même des grandes surfaces spécialisées. Pour eux, la réalité des banlieues pavillonnaires, des municipalités rurales éloignées des centres régionaux, elle est très, très loin de celles qui seraient nécessaires à les accueillir, tout en respectant la capacité de payer des Québécois, évidemment. On a construit aussi nos territoires pour s'y déplacer en voiture, je vous apprends rien. Dans beaucoup de milieux de vie, il est impossible ou dangereux de se déplacer autrement, et notamment par les modes actifs. Puis même avec le transport collectif, il y a beaucoup d'endroits qui sont quand même assez hostiles. Changer le potentiel piétonnier de ces milieux, c'est vraiment tout un défi. Parfois, on peut améliorer les choses à condition que la trame de rue soit favorable en matière de connectivité, qu'il n'y ait pas trop de barrières urbaines, ça peut être des autoroutes, des voies ferrées et autres, et puis qu'il y ait aussi des destinations à rejoindre. On voit parfois des quartiers de banlieue qui se font, et puis là, les décideurs ont dit non, c'est important qu'il y ait des trottoirs pour que les gens se déplacent, mais finalement, personne ne les utilise parce qu'il n'y a aucune destination où on peut aller à pied, donc à part prendre une marche dans le quartier. Ça ne mène nulle part. Tout ça pour dire, on part de loin en Amérique du Nord avec un territoire urbanisé qui est étalé, très faible densité, des activités qui sont éparpillées, des milieux qui sont aménagés pour l'automobile. Et donc, ça n'a rien d'évident de le transformer pour se rapprocher du concept, pardon. Parfois, ça semble tout bonnement impossible. Bon, alors, un concept séduisant, plus compliqué à appliquer que ça semble au premier abord. Je te laisse la maman de Cassiopée. Si c'est possible de me rappeler, s'il vous plaît, au 819-238-18. Merci. Il y a quelqu'un qui a oublié de couper son micro. Bon, loin de moi l'idée de vous décourager. Au contraire, c'est important d'avoir de la clarté sur tout ça pour ensuite pouvoir agir efficacement. Les bénéfices en valaient quand même le coup. Fait que je fais une proposition de comment l'appliquer. En matière de planification, les professionnels gagnent à s'appuyer sur le concept de la ville des courtes distances en organisant la ville de manière à créer de la proximité. Ça veut dire constituer des milieux de vie complets partout où c'est possible, rendre accessibles des destinations par les modes de déplacement actifs. Puis ça, c'est à la fois dans les milieux urbains denses et dans les milieux périurbains et ruraux, où il y en a quand même beaucoup qui sont de petite taille et où c'est vraiment réaliste de faire un certain nombre de déplacements du quotidien à pied. Si les distances à parcourir pour accéder aux emplois, au commerce, aux loisirs, aux services de soins, d'éducation, au parc, c'est réduit, la marche, le vélo, le transport collectif deviennent des options possibles et attrayantes qui incitent à délaisser, au moins pour certains déplacements ou pour certaines fois, l'automobile, parce que la proximité, c'est un motif majeur du report modal de la voiture vers des modes de déplacement actifs et collectifs. On peut ensuite solliciter le concept du quartier des 15 minutes, plus dans la communication auprès du grand public sur les efforts à aller chercher, pour chercher l'adhésion citoyenne à la nouvelle organisation du territoire et aux changements qui vont résulter de l'application du concept de la ville des courtes distances. Alors, pour y arriver, c'est vraiment nécessaire de planifier ensemble l'aménagement du territoire et de la mobilité durable avec une approche intégrée. Je vous offre quelques clés, c'est vraiment pas exhaustif, mais puis d'ailleurs, j'insisterai moins sur les mesures qui sont plus directement liées à la mobilité. Vous êtes tous des experts dans la salle, fait que je pense que vous les connaissez déjà bien, mais je veux plus insister sur ceux qui sont à la jonction avec l'aménagement du territoire. D'abord, ça va vouloir dire planifier l'étalement urbain zéro pour arrêter d'augmenter les distances à parcourir. Concrètement, il y a des périmètres d'urbanisation dans la planification, puis l'idée, ce serait d'arrêter, de toujours les étendre, de se fixer une limite qui soit stable dans le temps, voire même, à beaucoup d'endroits où les périmètres d'urbanisation sont très larges, on pourrait les resserrer pour s'assurer qu'ensuite on construise davantage la ville sur la ville que toujours de s'éloigner et augmenter les distances à parcourir. Ensuite, l'idée, ça va être de renforcer un réseau hiérarchisé de centralité. Ça veut dire moins de centralité régionale dans la très grande majorité des milieux
il y en a beaucoup trop qui sont planifiés. On veut à la fois soutenir le centre-ville moribond, puis développer plein d'autres centralités. En vrai, elles vont se faire concurrence. La plupart des territoires sont tellement étalés qu'il n'y a pas de rentabilité pour beaucoup de centres. Puis au niveau régional, on gagnerait vraiment à en avoir un. Puis tous les professionnels de transport en commun, j'espère qu'ils seront d'accord avec moi, sinon vous me corrigerez au moment des questions. Mais moins on a de pôles importants à desservir, plus c'est facile d'obtenir un service de transport collectif qui soit efficace et qui soit moins cher à exploiter, donc on puisse dégager davantage de services ensuite pour les autres lignes aussi. Ça veut dire aussi plus de centralité de proximité. Donc là, on parle de cœur de quartier, de noyaux villageois, de rues commerciales traditionnelles, selon les milieux. On a aussi beaucoup de zones spécialisées, comme des zones industrielles ou des méga-centres commerciaux, ou des zones indéfinies, comme des strips commerciales. Et puis, ce serait intéressant d'en avoir moins, puis qu'elles soient plus spécialisées pour mieux répondre chacune, puis de manière plus optimale dans l'utilisation du sol. À ces objectifs, par exemple de protéger les milieux de vie des nuisances ou des risques qu'ils proposent. Puis arrêter de faire des campus institutionnels qu'on voit un peu partout émerger, faute de terrain dans les secteurs centraux ou le fait qu'ils soient trop chers. Fait qu'on voit apparaître des polyvalentes entre deux villages au milieu des champs, on voit apparaître des équipements sportifs vraiment très éloignés. Et donc là, on ne vient pas du tout chercher des bénéfices de la proximité et puis de la mobilité active. Donc, on appelle à une localisation exemplaire des équipements publics. Évidemment, sur le plan technique, ça veut dire revoir le zonage, les incitatifs financiers pour que tous les décideurs des parcs immobiliers, entreprises, commerces, employeurs en général, installent leurs locaux dans les centralités. À ce sujet-là, si vous ne le connaissez pas, je vous invite à découvrir l'indice d'éco-responsabilité de la localisation des bureaux, qui est un outil d'aide à la décision offert aux employeurs ou aux gestionnaires de parcs, investisseurs, pour prendre en compte cette question de la localisation dans la décision. Ensuite, je parlais de planification simultanée cohérente des infrastructures et services de mobilité durable. Ça va vouloir dire concrètement de planifier les milieux par type de milieu et non plus par grande affectation. Donc, des types de milieux, ça va être par exemple une centralité d'un certain niveau, donc par exemple régional, et les milieux à proximité immédiate qui peuvent y accéder à pied, par exemple en 10 minutes ou 15 minutes selon. Ça peut être des quartiers à dominante résidentielle, ça peut être des corridors de mobilité durable, des pôles d'échange, etc. Puis pour chacun, on vient associer un niveau de desserte de mobilité durable. Ensuite, on a des efforts cohérents pour hausser l'offre de transport, de mobilité durable dans ces affectations-là, puis densifier, accueillir les activités de manière cohérente. Cette approche-là, Vivre en ville l'a proposée au MAMACH dans notre tout récent mémoire sur les OGAT, les orientations gouvernementales en aménagement du territoire. Donc, on peut rêver que ce soit pris en compte un jour. Ensuite, ça veut dire aussi des investissements dans l'offre de mobilité durable, puis des mesures de gestion de la demande qui soient cohérentes à tous les niveaux, notamment dans les infrastructures de mobilité active, évidemment, et sur le stationnement. Sujet sensible s'il en est. Cette approche, elle est expliquée dans notre dossier spécial Planifier la mobilité durable que vous retrouverez sur notre nouvelle plateforme de diffusion Carrefour. Je pourrais vous repartager les liens si vous le souhaitez après. En particulier, vous y trouverez une courte vidéo qui explique le cercle vertueux de la mobilité durable et de l'aménagement du territoire, qui est vraiment au cœur du concept de la ville des 15 minutes. C'est très court et vulgarisé autant que possible. Ensuite, on va vouloir faire des efforts pour que la croissance démographique, pour en faire en fait un levier qui va faciliter, accélérer la transition vers une ville des 15 minutes. L'idée derrière ça, c'est que tous les quartiers ne sont pas égaux. Puis si on cartographie ceux qui sont les plus proches aujourd'hui, d'offrir de la proximité aux services, d'offrir une mobilité durable à leurs habitants, on peut prioriser les quartiers à consolider. Et à l'inverse, ceux qui présentent aucun potentiel pour la proximité et très peu pour la mobilité durable,
On ne devrait peut-être pas planifier de les renforcer, on risque de pelleter par en avant. En anglais, on parle beaucoup de lock-in, fait l'idée que si on les renforçait, on irait verrouiller leurs effets négatifs, le fait qu'ils vont se perpétuer, donc notamment des déplacements à très forte empreinte écologique, et aggraver les bilans collectifs, notamment de GES, pour de longues années. Donc, c'est un peu contre-intuitif, mais dans cet objectif-là, l'idée, ce serait de renforcer l'offre là où c'est déjà bon. Et ensuite, quand on arrive à une solution plus satisfaisante, on vient améliorer ceux qui ont un potentiel qui a augmenté entre-temps et puis de plus en plus loin. Et évidemment, il peut y avoir d'autres objectifs, d'autres préoccupations de planification, notamment sur le plan de l'équité. Donc, c'est évidemment à balancer avec les différents, à équilibrer avec les différents enjeux. Si on accueille les nouveaux ménages dans les quartiers qui sont bien desservis et qu'on y encourage évidemment l'ouverture de nouveaux services qui deviennent rentables, qui améliorent l'offre de services du quotidien, donc qui la complètent puis qui la diversifient pour offrir du choix de manière locale. Voilà, je ne sais plus comment j'ai commencé ma phrase. Les investissements publics pour la mobilité durable vont y être plus efficaces et vont aussi profiter à davantage de personnes. Qui dit accueillir des ménages dans les milieux bâtis, dit intervention pas facile, densification, intervention complexe. On propose des méthodologies de travail, j'y vais très très rapidement, mais on peut faire des études de consolidation terrain par terrain avec les outils SIG. Qui vont permettre d'identifier les terrains qui sont actuellement sous-utilisés, ceux qui ont la plus grande probabilité de se transformer à court ou moyen terme. Puis, selon ce qui ressort de cette carte-là, on peut planifier des interventions beaucoup plus finement, mettre plus de chances de notre bord que, un, ça se concrétise dans la réalité, que ce soit pas seulement du potentiel, puis que, deux, cette transformation-là soit réussie sur tous les plans en même temps. L'idée, c'est que les nouveaux ménages qui arrivent dans des quartiers qui bénéficient déjà d'un bon potentiel en matière de proximité et de mobilité durable, ils ont statistiquement de bonnes chances d'adopter des habitudes de déplacement similaires à celles de leurs voisins, et donc d'opter pour des déplacements globalement plus courts et moins dépendants de l'automobile qu'ailleurs. Et à ce moment-là, si on y arrive, on peut enfin sortir des fameuses études d'impact des projets immobiliers sur la circulation. Si on rêve un petit peu. Autre chose aussi, je vais juste le mentionner parce que je me répète un peu, mais la place que le concept a fait à l'humain, le concept de la ville des 15 minutes, c'est ce qui explique aussi son appropriation massive par les non-spécialistes qui sont capables de faire le lien avec leur expérience, de s'y projeter individuellement. Ça, c'est un bon coup qu'on peut répéter. Fait que j'arrive à la fin de ma présentation. Ce que j'aimerais que vous reteniez, c'est le besoin de planifier pour réduire les distances à parcourir. Commencer par les quartiers qui sont les plus proches du concept de la ville des 15 minutes. C'est là qu'on va avoir le meilleur ratio effort-résultat et mobiliser en partant de l'expérience vécue et en faisant rêver. Notre plateforme de diffusion des contenus, si vous voulez retrouver les éléments que j'ai évoqués aujourd'hui, c'est carrefour.vivreenville.org. Je remercie notre subventionnaire qui a rendu cette présentation possible.